Des honneurs dus au rang d'un prince, c'est dans cette ambiance que le prince Albert II a été reçu ce matin au palais de Koh Siam. C'est une visite d'amitié et de travail qui va donner un coup d'accélérateur à la coopération entre le Burkina Faso et la principauté de Monaco. La deuxième session de la commission de coopération s'est tenue ce jeudi avec à la clé 3 accords signés dans des domaines tels que la santé, la jeunesse et la protection civile. Le prince de Monaco a aussi laissé parler son cœur à travers des dons à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et au centre préscolaire public de Samba. La visite du prince Albert II sera largement évoquée dans ce journal. Dans ce journal également, le personnel de la santé souhaite l'opérationnalisation de la loi sur la fonction publique hospitalière. Cette loi votée en décembre dernier devrait permettre une incidence sur la rémunération des agents de santé. Leurs représentants syndicaux sont allés exprimer cette volonté au Premier ministre. Le ministre d'État, ministre de la Sécurité, à la rencontre des agents de sécurité de Pama dans la Kompianga. Cette province de la région de l'Est est réputée pour être criminogène. Simon Compaoré a donc encouragé les forces de sécurité avant de les inviter à plus de vigilance dans leur travail. À l'étranger, la Tunisie est secouée par une fronde sociale avec des revendications d'ordre économique. Les mouvements sociaux se sont accentués 7 ans après la révolution qui avait emporté le régime de Ben Ali. Hier, des heurts ont éclaté entre plusieurs villes, entre les manifestants et les forces de sécurité. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cela dit, c'est un nouvel élan qui est donné à la coopération entre le Burkina Faso et la principauté de Monaco. Le prince Albert II est depuis hier à Ouagadougou pour une visite d'amitié et de travail. Ce matin, il a été reçu par le président du Faso avec tous les honneurs dus à son rang. Ambiance et commentaires avec Salifou Belem et Abdelaziz Yagibou. Aux grands hôtes, les grands honneurs. Après l'avoir accueilli dans la nuit d'hier, dans la tradition qui sied, Roch Marc Christian Kaboré déroule le tapis rouge de Koh Siam ce matin au prince Albert II de Monaco et son épouse Charlène. Temps fort de cet accueil à Koh Siam, cette poignée de main, symbole de la vitalité de l'amitié entre Monaco et le Burkina. Pas de place aux déclarations, le président du Faso et son hôte préfèrent pour l'instant se consacrer à l'examen de l'état de la coopération entre la principauté de Monaco et le Burkina. Et l'un des domaines de coopération entre la principauté de Monaco et le Burkina Faso, c'est la protection civile, précisément un soutien apporté à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Cet après-midi, le prince Albert II est allé au contact des soldats du feu. Il les a encouragés et laissé parler son cœur à travers le don de 2 véhicules et d'autres matériels de travail. On voit cela avec Urbain Benito Somé et Zubavier David Dabiri. Tous mobilisés ce soir, ces soldats du feu reçoivent un visiteur de marque. Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco. Après les honneurs militaires et une revue des troupes avec le président du Faso, l'illustre visiteur décline l'objet de sa présence à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Dans son allocution, le prince Albert II salue le courage et la détermination dont les soldats du feu font montre chaque jour pour sauver des vies et ce, malgré la modestie de leurs moyens. Des moyens qu'il renforce séance tenante avec un don d'une valeur de 69 millions de francs CFA composé de 2 ambulances équipées et de divers accessoires utiles à la mission de ces soldats. Pour le colonel Ernest Kisbedo, premier responsable de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, c'est une bouffée d'oxygène et un geste fort qui s'inscrivent en droite ligne avec la volonté du président du Faso de construire et de moderniser les casernes des sapeurs-pompiers à l'horizon 2020. Le prince Albert II de Monaco marque également son admiration pour les soldats du feu à travers la signature de leur livre d'or. La cérémonie prend fin avec ces remises de présents, symbole d'une amitié renforcée entre la principauté de Monaco et le Burkina Faso.
Avant de se rendre chez les sapeurs-pompiers, le prince de Monaco était au quartier non loti de Samba. Il y a visité le centre d'éveil et d'éducation préscolaire publique. Là encore, le prince Albert II a fait à ce centre un don de 5 000 $, soit 2 500 000 francs CFA. Il avait à ses côtés son épouse, le président du Faso et son épouse également. Le point de la visite avec Moussa Ouedraogo et Omar Zambri. Lot de bienvenue pour les invités du jour, le couple princier de la principauté de Monaco. Nous sommes au centre d'éveil et d'éducation préscolaire du quartier non loti de Samba. Un centre que visite le prince Albert II et la princesse Charlène, accompagnés par le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, et son épouse. Un centre construit et équipé en 2014 avec l'appui de Planète Enfants et Développement grâce au concours financier de la principauté de Monaco. Après un accueil chaleureux réservé par les enfants, le couple entame la visite des salles de classe. Petites, moyennes et grandes sections. À toutes ces étapes, c'est un moment d'échange et de communion avec les tout-petits. Le prince Albert II et son épouse se sont entretenus également avec les responsables du centre et les parents d'élèves. Des parents qui ont saisi cette occasion pour rappeler toute l'importance du préscolaire. Et c'est pour le renforcement de ces activités en faveur du préscolaire que la coopération monégasque signe ici une convention avec Planète Enfants et Développement. Comme cadeau de visite, le prince Albert II remet un chèque de 5 000 $, soit à peu près 2,5 millions pour la construction d'un mur extérieur et pour équiper l'aire de jeu. Et puis, sachez que ce matin à Kosiam, en marge du tête-à-tête entre le président du Faso et le prince de Monaco, la première dame et la princesse Charlène se sont également entretenues. Au menu des questions de coopération, notamment dans les domaines de l'épanouissement de la femme et de l'enfant burkinabé. Et c'est ce jeudi que s'est tenue la deuxième session de la commission bilatérale de coopération entre le Burkina Faso et la principauté de Monaco. Burkinabé et Monégasque ont passé en revue le bilan de 3 années de coopération. À la clé, 3 protocoles d'accord ont été signés pour la réalisation de plusieurs projets dans les domaines de la santé, de la jeunesse et de la protection civile. Ali Doubadzini, Frédéric Etienne Bassenga. 3 années de coopération passées en revue, 3 années jugées satisfaisantes au regard des réalisations sur le terrain. La deuxième session de la commission bilatérale de coopération entre le Burkina et la principauté de Monaco, au-delà de la rétrospective, se projette surtout dans l'avenir. À travers la signature de ces protocoles d'entente, ce sont plusieurs projets dans les domaines de la santé, de la jeunesse et de la protection civile qui sont mis en perspective sur la période 2018-2022. Je puis d'ores et déjà me réjouir de la signature du mémorandum d'entente entre nos deux pays par lequel la principauté de Monaco s'engage à contribuer au titre de la période 2018-2022 au financement de la deuxième phase du programme d'appui au secteur de l'enseignement et la formation technique et professionnelle au profit du ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle. Je voudrais ici, pour terminer, réitérer au nom des plus hautes autorités du Burkina Faso, le président du Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré et le Premier ministre Paul Kabatieba, ma profonde gratitude au gouvernement et au peuple monégasque pour cet accompagnement conséquent, reflet de la qualité de notre coopération bilatérale. En plus de ces protocoles d'accord, un autre tripartite est signé entre le gouvernement, la principauté et le SAMU social. Tous ces protocoles, la principauté de Monaco les met au service du capital humain, de la protection des personnes, notamment des enfants. C'est tout le sens qu'elle donne à son partenariat avec le Burkina. Notre dialogue institutionnel constitue à ce titre une formidable opportunité d'être en phase avec vos priorités. C'est le gage d'une action de coopération durable et véritablement partenariale. L'action de coopération de Monaco, à la hauteur de ses moyens, se veut au plus près des réalités du terrain. Notre décision d'axer davantage notre partenariat au cours des prochaines années sur la jeunesse et sur les populations rurales permettra, je le souhaite, de contribuer au développement durable dans l'ensemble du pays. Durant les 3 dernières années, la principauté de Monaco a financé à hauteur de 2,5 millions d'euros plusieurs réalisations au Burkina. Ces projets mis en perspective aujourd'hui
ne sont pas exhaustifs. D'autres en cours de réalisation dans les secteurs de la santé et de la protection civile viendront compléter la liste. Disons que la santé, l'éducation, la protection civile et d'autres domaines sont déjà pris en compte dans la coopération entre le Burkina Faso et la Principauté de Monaco. Cette coopération a véritablement commencé en 2004, mais c'est depuis 2012 qu'un cadre formel de coopération a été institué par les deux parties. L'histoire de la coopération entre le Burkina Faso et Monaco vous est contée par Aboubakar Sayon. La coopération entre Monaco et le Burkina Faso date de 2004. Mais c'est en février 2012 que les deux pays ont signé un accord cadre de coopération lors de la visite d'État au Burkina Faso du prince Albert II. L'accord de coopération a instauré une commission bilatérale qui s'est réunie soit à Ouagadougou, soit à Monaco. La principauté de Monaco intervient au Burkina Faso dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'insertion socio-économique et de la protection civile. De façon spécifique, Monaco appuie la Brigade nationale des sapeurs-pompiers à travers la dotation d'engins de secours et de lutte contre l'incendie. La principauté de Monaco a financé en 2014 une initiative en faveur des populations victimes de la crise alimentaire dans la province du Séno. Ce projet, qui s'est achevé au premier trimestre de 2015, a bénéficié à plus de 35 000 personnes. Le Rocher a aussi financé entre 2011 et 2016 un projet dénommé Soutien à l'enfance en situation de rue à Ouagadougou. Le centre polyvalent de Lumbila, qui sera inauguré vendredi en présence du prince Albert II, est le fruit de cette coopération entre les deux pays. Un centre de référence spécialisé dans la formation au secourisme qui a coûté plus de 3 milliards de francs CFA. Je vous invite à présent à découvrir la principauté de Monaco. C'est un État indépendant situé dans le territoire français. Monaco couvre une superficie de 2 km² pour une population estimée à moins de 40 000 habitants. Deuxième petit État après le Vatican, la taille de Monaco ne joue pas sur sa prospérité en Europe. Découvrons davantage cette principauté avec Aboubakar Sayon. Située au bord de la mer Méditerranée et le long de la Côte d'Azur, la principauté de Monaco est un État indépendant inséré dans le territoire de la République française. Avec ses 2 km², Monaco est le plus petit État au monde après le Vatican. La population de cette ville-État est estimée à 38 000 habitants en 2016. Avec 19 000 habitants au km² et une urbanisation qui couvre presque toute sa superficie, Monaco est le pays le plus densément peuplé au monde. La langue officielle est le français et l'euro est l'unité monétaire, même si la monarchie n'est pas membre de l'Union européenne. Encore appelé le Rocher, Monaco est une cité prospère qui accueille casinos, hôtels de luxe, entreprises de pointe et banques d'affaires. L'économie monégasque ne connaît quasiment pas de chômage et est essentiellement basée sur les services, la TVA, le commerce et l'immobilier qui génèrent environ 40 000 emplois pour un chiffre d'affaires de plus de 11 milliards d'euros. Le secteur du tourisme tient également une place prépondérante dans l'économie du pays. Au plan politique, Monaco est devenu une monarchie constitutionnelle en 1911 avec un prince à la tête de l'État. Depuis avril 2005, Monaco est dirigé par le prince Albert II. Né le 14 mars 1958, Albert II est le 14e prince souverain de Monaco. Diplômé en sciences politiques, Albert II est un fervent défenseur de la cause environnementale. Il est le seul chef d'État en exercice à s'être rendu au pôle Nord pour interpeller l'opinion internationale sur le réchauffement climatique. Marié à la princesse Charlène le 1er juillet 2011, le prince Albert aime le sport et a participé en tant qu'athlète à de nombreux Jeux olympiques et au rallye Paris-Dakar. Il est le président de la Fédération monégasque de natation et d'athlétisme. Son Altesse est également engagé dans l'humanitaire. Il est le président de la Croix-Rouge monégasque depuis 1982.
Voilà ce que l'on pouvait vous dire au deuxième jour de la visite du prince de Monaco au Burkina Faso. Autre titre de l'actualité, le rapport d'une enquête sur les inégalités de genre au Burkina Faso a été officiellement lancé ce jeudi à Ouagadougou. Ce rapport donne l'ampleur des discriminations basées sur le genre et dont les premières victimes sont les femmes. La réalisation de l'étude a été soutenue par la coopération autrichienne. La cérémonie de ce matin a connu la présence du Premier ministre. Roger Kam et Zalissa Sanfo. Social Institution et Gender Index, en abrégé CIGI, présente ici le rapport sur les inégalités de genre au Burkina Faso. Un rapport dont les études ont été menées dans toutes les régions. Il vise à dénoncer les discriminations faites aux femmes et à promouvoir l'égalité de genre. Nous avons pu constater le progrès. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous sommes ici pour donner des directions, mais surtout pour donner une méthodologie d'analyse et de suivi des politiques qui puissent être après répliquées par les autorités compétentes pour pouvoir mesurer l'impact des politiques nationales de genre. Il y a un coût pour tout le monde. Que les discriminations contre les femmes ne représentent pas seulement une restriction de leurs droits, mais aussi un frein économique pour le pays. Et que donc on a un potentiel de développement qui est important en intégrant les femmes à la fois dans les activités économiques, en espérant protéger leurs droits. Des résultats fort appréciés par le gouvernement qui promet s'inspirer du document pour mieux réussir sa politique genre inscrite dans le PNDS. Ce rapport fournit des informations très utiles sur la question du genre au Burkina Faso. Notamment, ça nous fournit des données, notamment infranationales, des données globales dans un premier temps, mais également comment la question du genre se répercute dans les différentes régions, de manière à ce que nous puissions adapter nos politiques de développement, notamment le plan national de développement, par rapport donc à la prise en compte du genre. Ce rapport est le fruit de 2 ans de recherche et d'enquête. Il a été financé par la coopération autrichienne pour le développement. Et la coopération promet aussi travailler à la mise en œuvre des recommandations du rapport. Les personnels de la santé veulent l'opérationnalisation de la loi sur la fonction publique hospitalière, voire votée par l'Assemblée nationale en décembre dernier. Les responsables syndicaux du secteur de la santé sont allés exprimer cette volonté au Premier ministre ce matin. L'effectivité de la fonction publique hospitalière devrait se sentir sur la grille salariale et indemnitaire des agents de santé. Le point de l'audience avec Mathias Drabo et Sanoua Christine Koulibaly. 2 heures d'horloge pour discuter des modalités d'application de la loi sur la fonction publique hospitalière. Plus qu'une loi, c'est une réforme du système sanitaire burkinabé qui ne profitera pas aux seuls agents de santé, martèle le secrétaire général du syndicat des médecins. Une réforme dont le point d'achoppement reste la grille salariale et indemnitaire. Chaque réforme a un coût. Que le gouvernement devrait assumer le coût de cette réforme pour l'ensemble des Burkinabés. Et que le gouvernement ne devrait pas entrevoir cette réforme comme juste un élément pour augmenter le salaire des agents de santé. Pour notre syndicat, les résultats des travaux obtenus en atelier doivent être respectés. Et c'est ce que nous avons soutenu et c'est ce que nous soutiendrons. Dans la mesure où il faut savoir qu'une loi, quelle qu'elle soit, elle ne résout pas tous les problèmes. Des propositions et préoccupations qui seront analysées dans la limite des ressources, selon le Premier ministre. Le gouvernement est déterminé à pouvoir trouver donc des solutions qui satisfassent les revendications des syndicats, mais également qui permettent à l'État de préserver l'équilibre des finances du pays et également de préserver les principes d'équité, les principes de justice et également des mérites qui sont à la base de notre fonction publique d'État. Les 2 parties se sont donc donné rendez-vous en début de semaine prochaine pour poursuivre les pourparlers. D'ores et déjà,
Paul Kabatiba apprécie l'esprit et la qualité du dialogue. Les syndicats des administrations parlementaires de 5 pays africains se concertent à Ouagadougou en vue d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. Ils ont décidé de fédérer leurs énergies pour mieux réussir les missions à eux confiées auprès des élus nationaux de leur pays. C'est une rencontre qui va durer 3 jours et dont l'ouverture a été présidée par le président de l'Assemblée nationale, Issa Kafando et Zalissa Sanfo. Les syndicats des administrations parlementaires africains en conclave ici à Ouagadougou. Comment fédérer les énergies pour mieux défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs parlementaires africains? Et comment faire comprendre leur mission aux élus nationaux? Cette confédération syndicale a 72 heures pour lever le voile. Il y a des difficultés liées à la formation du personnel de nos militants. Et il y a aussi des difficultés liées effectivement à l'incompréhension même de nos missions. Le personnel politique, n'est-ce pas, avec qui nous travaillons, ne perçoit pas forcément les missions du syndicat dans le sens du partenariat social que nous voulons incarner. Voilà. Donc nous avons imaginé qu'il fallait une tribune commune sur laquelle nous pouvons effectivement échanger entre nous de nos différentes préoccupations. Et le président de l'Assemblée nationale burkinabé convient à l'ouverture de ces assises qu'il faut lever toutes ces difficultés pour un climat de travail plus serein et pour de meilleurs rendements. Au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons trouvé en tout cas qu'il était important pour nous d'accompagner cette initiative en finançant totalement l'activité, de sorte à ce que ces syndicats puissent se retrouver et démontrer aussi aux yeux de l'opinion les fausses thèses que les gens ont souvent sur les syndicats. On prend souvent les syndicats pour des adversaires, alors que le syndicat doit être un partenaire. Et il doit pouvoir aider à la conscientisation, à la formation de l'administration, de ceux qui travaillent dans cette administration. Contribution des syndicats des personnels des parlements à l'édification d'une administration au service des missions des parlements. C'est autour de ce thème que se tiennent ces deuxièmes assises. Et Alassane Balassa Kandé d'émettre le vœu que ces assises leur ouvrent la voie du professionnalisme, de l'efficacité et de l'excellence pour une administration parlementaire plus productive. Après la promesse, le président de l'Assemblée nationale matérialise son engagement à soutenir les orphelinats du Burkina Faso. Les bénéficiaires percevront cet appui financier à la fin de ce mois de janvier. La signature de convention matérialisant l'engagement de Bala Alassane Sakandé est intervenue ce 11 janvier. Rappelons que le président de l'Assemblée nationale a décidé de donner 50% de son salaire pour la prise en charge des enfants vulnérables dans les orphelinats. Urbain Benito Somé, Bouma Ernest Nebi. Par cette signature de convention, c'est une promesse du président de l'Assemblée nationale qui se concrétise. Une promesse selon laquelle Alassane Bala Sakandé s'engage à octroyer mensuellement la moitié de son salaire de base pour compter du mois de janvier 2018 jusqu'à la fin de son mandat en guise de soutien aux orphelinats de Burkina. Un geste qu'il a annoncé après s'être imprégné des conditions de vie difficiles des pensionnaires des orphelinats lors de sa tournée en décembre dernier à Bobo-Dioulasso. Décidé en tout cas de faire signer un ordre permanent et dès que le salaire tombe dans les mains du banquier, le banquier sera chargé de prélever systématiquement 50% avant que je ne puisse toucher au restant. En tout cas, la banque est tenue de réserver ces 50%-là pour le ministère. Un geste qu'il compte améliorer à partir de 2019. Cette année, on le fera au mois le mois, mais à partir de 2019-2020, en début d'année, nous nous ferons le plaisir en tout cas de rentrer en contact avec la banque pour prendre un prêt bancaire adossé à ce montant-là, c'est-à-dire le montant multiplié par 12. Et à partir de 2019, au lieu d'attendre chaque mois pour donner à tel ou tel orphelinat, dès le début de l'année, nous prenons un prêt bancaire. Naturellement, c'est nous qui allons endosser les intérêts et autres.
mais pour permettre en tout cas aux orphelinats de pouvoir planifier ça durant l'année. Pour le ministère en charge de la solidarité nationale, ce soutien est un véritable ouf de soulagement et toutes les mesures seront prises pour que ce geste du président de l'Assemblée nationale puisse atteindre les bénéficiaires comme il l'a souhaité. Nous allons faire régulièrement la situation des différents orphelinats et donc, selon le répertoire à notre disposition, nous allons faire une clé de répartition en commençant, bien sûr, par les structures qui sont vraiment dans le grand besoin. Et nous prenons l'engagement ici de veiller sur la bonne gestion de ces fonds. Alassane Balassa Kandé dit être fier de contribuer à l'épanouissement des orphelins et demande à tous les Burkinabés d'en faire autant. Autre point de l'actualité et direction la région de l'Est où le ministre d'État, ministre de la Sécurité, continue ses visites dans les commissariats et brigades territoriales de gendarmerie. Ce 11 janvier, le ministre Simon Compaoré était à Pama dans la Kopianga, une province frontalière du Togo et du Bénin. La zone est connue pour être criminogène et le ministre de la Sécurité a encouragé les forces de défense et de sécurité avant de les inviter à plus de vigilance. Adama Giti et Nyarkiteda. Il est 5 h du matin ce jeudi 11 janvier à Pama. Simon Compaoré arrive au commissariat central faisant office de la direction provinciale de la police nationale de la Kompianga. Il prend langue avec l'équipe de coordination des activités de la police. 98 policiers font le boulot avec les moyens de bord pour l'ensemble de la province qui partage ses frontières avec 2 pays voisins, le Togo et le Bénin. Le message essentiel, félicitations et encouragement dans votre tâche quotidienne dont la réussite passe nécessairement par ceci. J'insiste sur la discipline. Parce qu'on a beau, on peut amener tout, hein. Chacun peut avoir une kalachnikov, avoir des gilets pare-balles, avoir tout. Mais s'il n'y a pas de discipline, vous n'aurez aucun résultat. Manque de moyens roulants, d'armes, de munitions, de matériel de maintien d'ordre, vétusté de locaux, bref, ce sont là quelques préoccupations présentées au ministre de la Sécurité tôt ce matin. D'un commissariat à un autre ou d'une brigade territoriale de gendarmerie à une autre, les problèmes soulevés sont les mêmes et vont être pris en compte dans la mesure du possible selon Simon Compaoré. Pama, Kompianga, Koualou et Nadiagou sont les localités visitées. Des localités frontalières donc stratégiques pour le Burkina. C'est la porte d'entrée du Burkina. Ouais. On ne peut pas tout satisfaire. Les demandes sont nombreuses, mais en retournant à Ouagadougou, on va voir quel type de mesures nous pouvons prendre. Ça nous va droit au cœur et ça nous galvanise dans nos différentes missions que nous allons accomplir. Il faut le faire car tous s'accordent à dire que les défis à relever sont énormes. Attaques et agressions à main armée, ainsi que les cambriolages devenus monnaie courante dans cette zone frontalière, dont 15 attaques à main armée enregistrées en 24 heures par la seule brigade territoriale de Kompianga. A signalé qu'outre le FDS, le ministre Compaoré est allé encourager l'équipe du poste de douane à la frontière à Nadiagou avant de solliciter de la part des populations une collaboration parfaite avec les forces de défense et de sécurité. La CEDEAO, à travers son centre de développement de la jeunesse et des sports, organise une formation de perfectionnement au Burkina Faso. Cette formation va durer 1 mois et son lancement est intervenu le 9 janvier dernier à Zignaré. Les domaines concernés sont la mécanique et le froid et climatisation. Une soixantaine de jeunes issus des 13 pays de la CEDEAO prennent part à cette formation. Gérard Sommet, Ismaël Duloma, Sirima. Ambiance bouillonnante dans cet atelier de mécanique organisé par la CEDEAO. Dans cette salle, 2 groupes de jeunes venus de 13 pays de l'Afrique de l'Ouest procèdent au démontage d'un moteur à essence. Étape par étape, ils redécouvrent toutes les pièces qui composent le moteur afin d'assimiler correctement la place et le fonctionnement de chacune. Mes attentes, c'est que je puisse réellement avoir de l'expertise en mécanique automobile pour que demain je puisse réellement les transmettre aussi à d'autres jeunes de mon pays. En plus des 26 jeunes qui se perfectionnent en mécanique auto,
il y a 37 autres qui se spécialisent en froid et climatisation. Ils ont tous un mois à passer au centre de formation de référence de Ziaré pour devenir de fins techniciens dans leurs domaines respectifs. Nous avons autour de 2 évaluations pendant le mois, aussi bien théoriques que pratiques. Et l'expérience a montré que les sortants de cette formation CDS, CDAO, ils ont un niveau technique, un bagage technique assez bien. On n'a pas dit lourd, mais assez bien. Après cette formation, la CEDEAO a prévu des mesures d'accompagnement afin de permettre aux 63 stagiaires de s'installer à leur propre compte. À l'étranger, la Tunisie fait de nouveau face à un cycle de contestation sociale marqué par des violences. Les mouvements sociaux se sont accentués 7 ans après la révolution qui avait emporté le régime de Ben Ali. Hier, des heurts ont éclaté dans plusieurs villes entre les manifestants et les forces de l'ordre. Une deuxième nuit de violence dans une Tunisie toujours en proie à la fureur sociale. Dans une vingtaine de villes, des manifestations ont dégénéré en affrontements avec les forces de l'ordre. Au décès d'un homme la veille se sont ajoutés des dizaines de blessés et plus de 200 arrestations. Des bâtiments publics ont été pris pour cible et un supermarché pillé dans la banlieue de Tunis. Augmentation des impôts, inflation grimpante. Dans le berceau du printemps arabe, beaucoup laissent éclater leur colère. 7 ans se sont écoulés depuis le soulèvement de 2011 et le gouvernement n'a rien fait pour nous. Alors c'est naturel de protester. Et je pense que les manifestations sont encore plus importantes qu'avant à cause des prix qui ont énormément augmenté. C'est normal que les gens manifestent quand ils ont du mal à acheter ce qui est nécessaire pour leur quotidien. Oui, c'est normal. À Djerba, 2 synagogues ont été visées par des attaques au cocktail Molotov, mais les incendies n'ont pas pris et il n'y a pas eu de blessés. Des incidents isolés mais qui inquiètent sur cette île où réside la plus grande communauté juive de Tunisie. Les quotidiens burkinabés, dans leur parution de ce jeudi, analysent la situation au sein de l'armée ivoirienne. Les journaux font également cas du point de négociation entre le gouvernement et les syndicats de l'éducation au Burkina Faso. La revue de presse est avec Vincent Tchendrebego. Faire de notre mieux pour sauver l'année scolaire, tel est le cri de cœur du Premier ministre rapporté par Sidouaya. Paul Kabatieba, qui a rencontré la presse pour faire le point des négociations avec les syndicats de l'éducation sur leur grève qui perdure. De la plateforme revendicative minimale des grévistes, on note 4 points comportant 23 sous-points, dont 8 ont été examinés selon le Premier ministre. Paul Kabatieba estime l'incidence financière des revendications à 50 milliards de francs CFA par an, une charge supplémentaire insupportable, préoccupant le chef du gouvernement qui appelle alors à un sursaut patriotique. J'invite la coordination à la reprise des cours dans l'intérêt général de nos enfants et du pays, a-t-il lancé. Mais que dire des avantages accordés à certains corps, comme les magistrats, les agents du Trésor et autres? Erreur, avoue le Premier ministre. Dans le journal Le Pays, Paul Kabatieba fait savoir que la masse salariale a connu une très forte évolution entre 2013 et 2017, passant de 353 milliards à 430 milliards de francs CFA et sans tenir compte d'autres engagements pris avec certains syndicats pour cette année 2018. Lorsque vous accordez des avantages, il faut que cela soit cohérent avec la soutenabilité financière du pays, ajoute le Premier ministre. Affrontement entre militaires en Côte d'Ivoire, le journal Le Pays fait son diagnostic du malaise de l'armée ivoirienne et y trouve 2 raisons. D'abord, l'armée ivoirienne est une sorte de salad bowl où les ingrédients refusent de se mélanger. On y trouve des soldats de métier formés à cet effet et des soldats de guerre aux origines hétéroclites. La deuxième raison est une impression que la guéguerre entre Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, et Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense, s'est déplacée au sein des troupes et le gbangban continue. À ce rythme, ils finiront par en avoir l'habitude, écrit l'observateur Palga. Car depuis 2 ans, à la fête du Nouvel An, les Ivoiriens n'ont plus seulement droit aux simples pétards et aux feux d'artifice devenus trop traditionnels, mais à de vrais coups de feu, tirés avec de vraies armes de guerre. Et l'Obs de se demander s'il y a encore une armée ivoirienne.
C'est la fin de ce journal, mais avant de se séparer, sachez que l'émission Santé Mag a lieu ce soir sur la RTB. Il sera question des maladies respiratoires qui prennent de l'ampleur en ces temps de froid et de poussière au Burkina Faso. Rendez-vous donc avec Maïmouna Dao et ses invités à partir de 21h. Et après Santé Mag, c'est Ruth Bini Ouattara qui vous retrouvera à 22h30 pour la dernière édition du journal. Moi, je vous dis à très bientôt.